vous ouvre son antenne du lundi au jeudi de 23h à 1h afin que vous puissiez parler de vos préoccupations quotidiennes, partager votre expérience avec d'autres auditeurs. Alors si vous avez besoin d'une écoute, d'un conseil, la ligne est ouverte au 39 21. Vous y serez chaleureusement accueillis par Julie et Asiba, avec la complicité ce soir d'Olivier et Philippe. Ils sont deux ce soir à la réalisation de l'émission. Et si vous souhaitez réagir à un témoignage, eh bien vous pouvez le faire bien sûr par courriel sur le site europe1.fr ou par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Et vous pouvez également nous rejoindre à tout moment jusqu'à 1h au 39 21 pour dialoguer avec nous, pour donner votre point de vue, que vous soyez d'accord ou pas avec les propos tenus à l'antenne. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Claudine. Caroline, bonsoir. Merci de prendre mon appel. Voilà, mes difficultés sont que j'ai un fils formidable qui a 45 ans. J'en ai moi 66 et il est atteint d'une maladie très complexe, très compliquée, qui me perturbe énormément. On a découvert qu'il était bipolaire. Il y a combien de temps? Et alors on a découvert ça, il avait 39 ans passés. Oui. Donc sa vie s'est arrêtée, sa vie s'est brisée complètement, il s'est séparé de sa compagne, il a laissé la maison pour laquelle il s'était énormément investi. Un petit garçon qui avait à l'époque 4 ans, mon petit-fils que j'adore. Et la première crise, on n'a pas pu mettre un nom sur ce symptôme. Il a été hospitalisé à la demande d'un tiers, ce tiers étant sa demi-sœur, parce que je ne m'en sentais pas du tout le courage. C'était à Paris. Il avait une très très bonne situation dans la mode. Il côtoyait des gens connus. Il était reconnu lui aussi dans cette profession. Et vraiment, tout s'est écroulé d'un seul coup pour moi, qui était une maman, je pense, tendre, aimante et très proche de mes 2 enfants. À la suite de ça, moi je suis partie dans le sud pour la retraite et mon fils n'ayant plus rien, plus de situation, plus rien, je lui ai dit écoute, il faudrait peut-être que tu t'installes pas très loin. Il était fou de joie, il est venu. Et là, la seconde crise est arrivée, terrible, hospitalisation, c'est pareil. Cette crise se manifestait sous quelle forme pour qu'il y ait une hospitalisation à la demande d'un tiers? C'est-à-dire, il y a eu un état délirant? Oui, complètement délirant. Des bouffées délirantes très graves, enfin très ennuyeuses. Et puis, un déni complet de la maladie, quoi. Oui. Un déni complet, le médicament qu'on lui donnait, il n'en voulait pas, il ne le prenait pas. Mais à la première crise, on ne savait pas trop encore. La deuxième crise, par contre, encore à la demande d'un tiers dans le sud, avec des bouffées délirantes terribles, s'allongeant par terre, se prenant pour n'importe qui, n'importe quoi, vraiment très 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 douloureuse. Il a même, lors d'une crise, frappé sa sœur, enfin... Ça a été vraiment très, très douloureux. J'ai rencontré les psychiatres qui le suivaient et qui m'ont dit, écoutez, voilà, c'est là qu'ils ont commencé à parler de bipolarité. Moi, je ne connaissais pas du tout cette maladie. Et ils lui ont redonné un même traitement qui lui a déclenché une hépatite. Donc, il était au plus mal, mais toujours hospitalisé. Après, j'ai demandé si je pouvais le faire sortir. On m'a dit oui, mais c'est impératif qu'il prenne son traitement. Et de nouveau, il n'a pas repris le traitement. 3e hospitalisation. Et puis après, ça s'est calmé. Il a rencontré des psychiatres qui étaient plus proches de lui, dont une femme qui avait l'air de l'aider, de l'écouter et de comprendre la douleur qu'il avait engendrée, peut-être depuis très très longtemps, et pour laquelle je n'avais pas été présente, je ne sais pas, hein. Je me culpabilise énormément. Oui, ça s'entend. Oui, et en 2009, une très très grosse crise, quand il a eu le droit de prendre son fils, il a carrément enlevé son fils.
mais enlevé pendant quelques heures. Et mon ex-belle-fille a fait tout un cinéma. Enfin bref, ça a été terrible. Et là, de lui-même, quand même, on lui a conseillé de retourner amener son fils, que le petit avait besoin de sa maman et qu'il avait besoin de lui, mais qu'il fallait absolument qu'il le ramène, parce que c'était très grave. C'est la chose qu'il a faite. Mais alors là, ça a été la dégringolade complète. Plus de droit de visite pour le petit. Après, encore hospitalisation très longue. Et ensuite, visite dans un milieu fermé pour voir le petit, ce qui était très douloureux pour lui. Enfin, et puis là, c'est de plus en plus grave. Parce que moi, je n'ai pas vu mon petit-fils depuis 2009, alors qu'avant, je l'avais. Qui venait même dans le sud me voir et tout ça, et qui voyait sa cousine également. Il a une cousine qui a le même âge que lui. Enfin voilà. Et comment va votre fils aujourd'hui? Parce que ça a démarré à 39 ans et de façon très 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 spectaculaire, sous forme de bouffées délirantes aiguës. Mais ça a pu aujourd'hui, j'imagine qu'il bénéficie d'un traitement et que ça a pu se stabiliser, sa maladie. Alors, c'est très complexe. Comment est-il pris en charge? Alors, il est pris en charge, il a une piqûre tous les mois. Ah d'accord, et c'est ce traitement-là, c'est ce mode-là. Oui, d'accord. C'est ce mode-là maintenant parce qu'il était incapable de suivre le traitement. Ah. Étant toujours dans le déni. Enfin, il est toujours dans le déni de sa maladie? Oui et non. Quand on en parle, il dit qu'il a compris, mais je suis sûre que si demain il avait les médicaments, il ne les prendrait pas. C'est certain. Oui, mais il accepte sa piqûre. Il accepte parce qu'il a ce contrôle, comme la dernière hospitalisation, ça a été quand même très très lourd. Il a une obligation de soins malgré tout. Oui, d'accord, je comprends mieux. C'est dans le cadre d'une obligation de soins. Oui, voilà. Et alors, on a pris un avocat pour le petit, pour que ses droits soient défendus parce que il adore son fils et qu'il a toujours payé la pension et qu'il s'en est toujours occupé, qu'il l'a toujours entouré. Et malgré tout ça, il s'est laissé beaucoup aller. Il est moins soigné alors qu'il était dans la mode. Il a beaucoup grossi par rapport aux médicaments. Hein. Oui, le traitement peut entraîner ce genre d'effet, oui. Je lui dis toujours, tu vas t'en sortir parce que... Et les petits me disent pareil, ils me disent, écoutez, c'est un garçon formidable. Il est d'une intelligence supérieure à la moyenne. Il n'y a pas de raison qu'il s'en sorte pas. Mais moi, je vois que plus les crises sont là, plus il plonge et moins il est bien. Quoi. Il continue à faire des crises malgré le traitement? Non, avec la piqûre, c'est terminé. Bon, c'est déjà une bonne chose. Oui, même le psychiatre a allégé un peu la substance de la piqûre. Bon, donc déjà, c'est important parce qu'il y aura moins d'effets secondaires. Il sera peut-être un petit peu moins assommé par rapport à sa prise de poids. Enfin, vous voyez, donc il faut donner un petit peu de temps. Est-ce que, parallèlement à cela, est-ce qu'il accepte un suivi, une prise en charge où il peut parler, ou est-ce qu'il la refuse? C'est ça mon problème. Parce que s'il est dans le déni de sa maladie, ce qui est très fréquent, hein, vous savez, Claudine, au départ. Hein, ah bon oui, c'est vraiment quand des maladies qui apparaissent, qui étaient sous-jacentes, mais si vous voulez, les personnes, dans notre jargon, on appelle décompensent, c'est-à-dire passent d'un état normal à un état dit pathologique. Dans un premier temps, c'est insupportable. Elle refuse cette réalité-là. Donc, elle refuse souvent les traitements et elle refuse évidemment l'idée même d'une prise en charge. Et pourtant, c'est aussi comme ça qu'elles peuvent avancer. C'est-à-dire que le traitement va éviter les crises. Et puis la prise en charge, la thérapie, le fait d'avoir un lieu pour parler de soi, de son histoire, va permettre aussi un peu de se stabiliser, de reconstruire un peu des fondations. Mais c'est une maladie assez complexe où il y a des facteurs génétiques, des facteurs environnementaux et où il est important de vous dire que c'est important que vous soyez là pour l'entourer, mais que vous vous sentiez pas aussi coupable que vous ne l'êtes.
Oui, mais moi, je suis à 700 km de lui. Je ne sais pas si vous voyez maintenant. Ben oui. Alors, c'est très, très compliqué. Non seulement je me culpabilise, je me dis je suis passée à côté de quelque chose, il faut que je trouve et tout ça. Non. J'ai même lu ce livre d'un type extraordinaire qui s'appelle Gérard Garouste, que vous devez connaître, qui est un décorateur, un sculpteur formidable, qui a une soixantaine d'années, qui est vraiment quelqu'un sur le devant, et qui a écrit ce livre, L'Intranquille, et qui raconte son parcours de bipolarité. Ça n'empêche pas qu'il est marié avec la même femme, qu'il a des enfants, et que quand il n'est pas bien, il se fait hospitaliser de son fait. Il y a beaucoup de gens comme ça. On peut vivre en étant bipolaire, hein. On peut vivre, je veux dire, une vie, être inséré dans la société, avoir une activité professionnelle, avoir une vie de couple, avoir des enfants. C'est pas toujours simple, hein, c'est même pas simple du tout pour l'entourage, pour le partenaire. Alors vous dites en tant que parent, en tant que mère, vous vous culpabilisez beaucoup, alors que je vous dis, c'est une maladie où on sait qu'il y a aussi des facteurs génétiques. C'est jamais aussi. Ah oui. Alors mon petit-fils éventuellement. Alors voilà, évidemment, j'étais sûre que vous alliez me faire poser cette question-là. C'est pas aussi simple que ça. Ça se transmet pas d'une génération à l'autre. Il n'y a pas le gène de la bipolarité. D'accord. On retrouve parfois dans les antécédents familiaux, quand on questionne un petit peu. On retrouve un peu dans on se dit bah oui, il y avait parfois un grand-père, un père, une grand-mère qui on disait dans la famille, on parlait pas à ce moment-là de troubles bipolaires. Avant on parlait de psychose maniaco-dépressive, et on disait pas oui, il avait des comportements un peu bizarres, où il était parce qu'on disait des comportements à ce moment-là un peu étranges. On ne mettait pas des termes comme ça, mais des comportements qui s'apparentaient soit à des phases très dépressives, très mélancoliques, ou au contraire des phases vraiment dites maniaques, quoi, d'excitation intense. Tout à fait son cas. Il y en a qui n'ont que des phases très dépressives et très mélancoliques. Bon, donc on retrouve parfois dans des familles comme ça d'autres membres de la famille qui avaient cela, mais c'est pas le père et le fils, la mère le fils, ou la mère et la fille. Vous voyez, c'est pas parce que votre fils présente ce genre de trouble psychique que votre petit-fils va présenter les mêmes symptômes. D'accord. Vraiment. Et alors, ce qui me perturbe beaucoup, c'est qu'à chaque fois qu'il a été hospitalisé, dans des conditions difficiles et douloureuses, c'est toujours moi. Il m'appelle toujours. Non, je veux aller passer la soirée avec ma mère, je veux voir maman, je veux voir ma mère, comme un petit garçon, quoi. Une fois, il s'est échappé de l'hôpital quand il était dans le sud, et la porte était ouverte avec un autre, deux patients hospitalisés. Eh ben, il est venu chez moi à 2h du matin, et la police m'a appelé pour me dire, et moi mais vraiment là, je crois que c'est une douleur que j'ai pas encore évacuée. C'est arrivé en 2007, et il est venu sonner à ma porte à 2h du matin, et les gendarmes m'ont dit, Madame, on vous demande un service, ne lui ouvrez pas. Et j'ai dit, mais vous vous rendez pas compte, moi c'est mon fils. Et je ne lui ai pas ouvert la porte. Et je l'ai entendu sonner. Et j'ai eu une douleur encore plus. Et encore maintenant, 4 ans après. Oui, mais vous saviez que c'était pour... Oui, parce qu'il voulait absolument qu'il retourne pour les soins. Il fallait il avait besoin de soins. Mais j'aurais dû le faire monter chez moi et l'appeler et leur dire venez le chercher. Vous auriez eu beaucoup de mal à le faire repartir, et vous auriez compliqué la tâche des policiers qui étaient venus après des équipes. Donc il valait mieux. Et il était là vraiment, il tournait. Oui, mais c'est toute votre culpabilité. Et il avait besoin à ce moment-là de soins. C'était la priorité. Ouais. Et vous êtes là. Dans les faits pour lui. Oui, mais là, il faut donner... Non, vous n'êtes pas absente. Vous pouvez être loin géographiquement, et vous pouvez être très présente psychiquement pour lui. Et en même temps, vous ne pouvez... c'est important aussi vous ne pouvez pas complètement porter sa difficulté de vivre, sa souffrance, parce que déjà vous avez en vous une telle culpabilité que vous ne pourriez pas bien l'aider. C'est-à-dire que vous pouvez bien sûr le soutenir affectivement, comme vous le faites, mais l'aider dans la prise en charge de sa maladie, de ses symptômes, ça c'est l'équipe soignante qui peut le faire. Oui.
Mais je suis tellement en souffrance que je suis arrivée là, ces derniers temps, à me dire, je me rappelle les paroles du psychiatre qui m'a dit « Madame, tout ce que vous faites, c'est formidable. J'allais tous les jours le voir. Je lui apportais du linge, des cigarettes, tous les jours. Je lui apportais 2-3 paquets. Il les donnait à tout le monde parce que c'est un garçon excessivement généreux, gentil et tout ça. Et alors, il me disait, vous savez, arrêtez. Il a 42 ans, 43 ans maintenant. Il faut que vous pensiez à vous. Laissez-le un peu parce qu'il compte trop sur vous. » Et des fois, il était même, j'arrivais... Et il me disait, t'as pas besoin de venir, va-t'en. Alors je partais. C'était votre fils qui vous disait ça? Oui. Alors c'est important. Et dans ce que vous dit le psychiatre et dans ce que vous disait votre fils. Oui. Là aujourd'hui, que vous pouviez, vous en allez, qu'il pouvait faire sans vous. Il faut entendre aussi peut-être qu'il a besoin, lui, de grandir. Oui, mais le problème, c'est que quand je partais pour sortir, il était là, il me courait derrière comme un petit enfant. Oui, maman, mais ce n'est plus pardon. un petit enfant. Et oui, je sais. Ce n'est plus, et vous m'en parlez d'autant plus comme un petit enfant qu'actuellement, il présente ses troubles psychiques. Pour autant, même si ces troubles psychiques peuvent à un moment s'enraciner dans son histoire de vie, même si je vous le répète, il y a aussi des causes qui sont des causes génétiques à cette maladie, et ça, son histoire, il peut la travailler lui. Vous ne pouvez pas, si plus vous le considérerez comme un petit garçon qu'il n'est plus, moins vous l'aiderez à avancer. Parce que plus vous le maintiendrez dans un état de dépendance. Or, il a besoin de sortir de cela. Oui, mais là, c'est fini. Depuis quelques temps... Donc, c'est pas mal que vous soyez, même le fait que vous soyez à distance géographique de lui est une bonne chose. D'autant plus que je vous le dis par rapport à la question que vous vous posez, on peut très bien vivre en ayant ces troubles. C'est-à-dire, il y a des personnes qui, après... quand elles sortent du déni, repèrent des signes parfois avant-coureurs que ça va s'accentuer, que ça va revenir, que peut-être malgré le traitement, elles peuvent faire un épisode mélancolique ou un épisode maniaque, et demandent à être hospitalisées d'elles-mêmes, ou demandent à augmenter un peu le traitement. Donc, prennent en charge vraiment leur maladie. Oui. Donc, votre fils, pour le moment, n'en est pas là, mais aussi... Vous, il faut que vous gardiez confiance en lui, et surtout que vous gardiez confiance déjà en lui et en l'équipe médicale qui prend soin de lui et qui vous dit qu'il y a toutes les raisons d'espérer. Mais je vous propose qu'on accueille également Eric qui est avec nous au 3921 et qui connaît bien la question. Bonsoir Eric. Merci. Oui, allô ? Oui, bonsoir. Bonsoir Eric. Oui, donc, j'avais appelé pour témoigner moi-même. Que j'ai une longue expérience. Moi, je suis malade depuis l'âge de 19 ans. Et vous avez quel âge aujourd'hui ? J'ai 52. D'accord. Suite à des études très dures, là, je faisais prépa véto, j'ai eu des grosses émotions et ça m'a déclenché une dépression nerveuse. Alors, je voulais savoir si votre fils, il faisait des dépressions nerveuses entre ces phases maniaques. Alors, mon fils, effectivement, dans les phases maniaques où il va dépenser des sommes fabuleuses et complètement dispersées, il a des périodes de repli sur lui, complètement replié. C'est la dépression. C'est la dépression. Il est triste, il est taciturne, il va pas s'occuper de lui, alors que c'est quelqu'un qui était très coquet, très soigné de sa personne, vu le métier qu'il avait. Mais c'est vrai, mais dans les phases maniaques, c'est terrible également. Les deux sont très complexes et très compliqués à vivre. Et pour lui aussi, je comprends sa douleur tant qu'il n'a pas été conscient qu'il avait cette maladie. Moi, qu'est-ce que je peux vous dire ? Mais comment vous vivez peut-être avec, justement je voulais préciser cette aux maladie auditeurs que d'être maniaque, c'est pas le sens du dictionnaire. Hein. Oui, vous avez raison, médical, parce que le terme... Oui, enfin... Les gens ne comprennent pas, des fois. Vous avez raison, peut-être les mots ont un sens, oui. Ce sont des périodes d'exaltation où on se sent tout puissant, supérieur à tout le monde, où on est très irritable aussi, parce que on ne dort pas. Moi, je sais que moi, je suis hypomaniaque. C'est-à-dire, je suis
entre la normalité et les crises maniaques. D'accord. Moi, c'est-à-dire que c'est supportable. J'ai jamais été hospitalisé. À 19 ans, comme je vous disais, j'ai fait une grosse dépression nerveuse. Le médecin, je suis tout de suite allé voir un psychiatre. Moi, je dirais que je suis un bon, comme dit mon médecin généraliste, je suis un bon patient parce que je prends mes médicaments. Je me suis rendu compte assez vite de ma maladie, je l'ai accepté, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Et donc, suite à une grosse émotion, alors votre fils, il a peut-être eu une grosse émotion où il était trop excité par son travail. Parce que moi, j'ai des facteurs héréditaires, c'était ma grand-mère. Et mes frères et sœurs n'ont rien du tout, mes neveux et nièces n'ont rien du tout. Moi, par contre, j'ai eu ce gros problème en ratant une année scolaire. Ça m'a déclenché une grosse déprime. Le médecin m'a donné des antidépresseurs, parce qu'elle ne savait pas, elle pensait que c'était une dépression nerveuse. Oui. Elle m'a donné des antidépresseurs, et le danger avec la bipolarité, c'est que les antidépresseurs déclenchent des phases maniaques. Donc il faut lui, il a un régulateur d'humeur, lui. Voilà, c'est un thymorégulateur. Oui. Voilà. Donc il faut prendre un thymorégulateur et des antidépresseurs de manière à être ni déprimé, à limiter la dépression et à limiter les crises maniaques. Bon, moi personnellement, des thymorégulateurs, j'en ai essayé de nombreux, et je vous dis, j'ai toujours travaillé. J'ai réussi à me marier il n'y a pas très longtemps. Il y a quand même 15 ans. Quand même, oui. Oui, ça fait quand même. J'allais vous dire félicitations, mais remarquez, je peux vous le dire quand même. Hein. Oui. Ouais. J'ai un enfant de 12 ans. C'est bien, vous ne vous ennuyez pas, ça veut dire, dans votre couple. Oui. Non, pas du tout. Il est vrai que ma femme est très forte. Hein. Et autant quand je suis déprimé, elle accepte, elle se rend compte. Mais quand on est en crise hypomaniaque, c'est insupportable pour l'entourage. Oui, c'est dur. Parce que vous êtes excité. Moi, je dors 2 heures par nuit. Je suis irritable, je fais des tas de choses, je repasse, je bricole, je suis sur l'ordinateur toute la nuit. Que vous repassiez, ça, elle ne doit pas s'en plaindre, mais c'est plutôt... C'est plutôt... son boulot, vous voyez. Non, mais c'est le côté d'être... vous ne dormez plus, vous n'arrivez plus, vous êtes dans un état d'excitation intense et donc, du coup, aussi très irritable. Hein. Mais vous savez que moi, le psychiatre m'a dit que dans la phase maniaque, il m'a dit, mais vous savez... C'est un état tellement extraordinaire pour un individu de se prendre pour je ne sais quoi. Très pourquoi puissant. Voulez-vous qu'il redescende immédiatement et pourquoi voulez-vous qu'il prenne ce médicament qui va le faire retomber? Et ça, c'est terrible d'entendre ça. Oui, parce que c'est une phase où vous pourriez en parler mieux que nous, Eric. Dans ces phases-là, peut-être qu'on se sent très puissant, non? Tout à fait. On est heureux, on fait des tas de projets. Le risque, c'est que on se lance dans des choses, on se lance dans des responsabilités, dans des associations, et après, quand on retombe dans la dépression, alors déjà, on est honteux, on se cache, parce qu'on s'est engagé dans des choses qu'on ne peut plus assumer. Donc moi, j'ai appris, avec mes médicaments, avec l'expérience, je me retiens maintenant. Je me retiens, je fais plus de bêtises. Il est vrai qu'au début, je suis allé coucher avec la meilleure amie de mon copain, la copine de mon meilleur ami. Au travail, je m'embarquais dans des responsabilités incroyables. Je voulais être président de la copropriété chez moi. Bref. Mais maintenant, alors vous savez, je ne veux pas vous faire peur, mais il y a 6 mois, je voulais appeler Caroline il y a 1 an, déjà, j'ai pas osé. Il y a 6 mois, j'étais très très mal parce que j'ai arrêté mes médicaments, j'en avais marre, j'avais l'impression que ça servait à rien. Il faut savoir que je suis arrêté depuis 2 ans et demi de mon travail parce que j'avais un travail très stressant et ces 10 dernières années, c'est très mauvais. Il faut vraiment, il faut pas être stressé. Et ça m'a déclenché des angoisses pas possibles, obsessionnelles. Je suis en maladie depuis 2 ans et demi et je pense que je vais me mettre en invalidité. Et j'en ai pas honte, il ne faut pas en avoir honte. Mais j'ai des problèmes avec la sécurité sociale parce que les médecins conseillent, ils ne comprennent pas toujours ça. Les psychiatres que je vais avoir en expertise le comprennent et avec eux, ça se passe mieux. Alors, je voulais vous dire que moi, en général, c'est l'hiver, c'est le printemps, c'est les changements de saison où on pète les plombs. Ça influence beaucoup. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire?
il y a 6 mois encore, j'étais au fond du trou, je vous avouerai. Bon, je ne veux pas vous faire peur, mais j'ai mon médecin généraliste, parce que mon psychiatre, que je vois depuis 25 ans, bon, on était un peu tombé dans la routine, il ne connaît pas tous les médicaments. C'est pour ça que des fois, de changer de médecin, c'est intéressant. Et j'ai mon médecin généraliste, qui d'ailleurs est secrétaire d'une association, il faudrait que vous notiez, je vais vous dire. Alors une association justement de personnes bipolaires. Oui. Ça s'appelle Argos 2001. Oui. A-R-G-O-S Oui, elle est connue. Oui. 2001. Oui. Et donc, là, l'autre jour, j'étais à une réunion, justement, il y a des médecins qui interviennent. Et, il y avait le sujet, c'était la bipolarité et la vie en couple. Alors, cette association, justement, Eric, il y a des groupes de parole pour les personnes bipolaires. Est-ce qu'il y en a pour l'entourage Mais c'est pour les bipolaires et l'entourage. Pour essayer de comprendre le problème. Et puis, le principal... D'essayer de mieux vivre auprès d'un malade atteint de bipolarité, ce que je comprends, mais moi, mon fils, il a 46 ans bientôt, et je souhaite qu'il rencontre une compagne et qu'il refasse sa vie. Attendez, vous n'en êtes pas là, c'est ce que vous souhaitez, vous, pour lui, évidemment, et ça peut se comprendre, Claudine, vous êtes sa mère, vous avez envie du meilleur pour votre fils, donc qu'il soit soutenu, entouré. Voilà. Pour le moment, il est important que votre fils se stabilise. Oui. Mais là, je pense chaque chose en son temps. Ce sont des étapes là. Là, avec la piqûre, je pense qu'il est stabilisé. Oui, mais qu'il stabilise. Il est stabilisé avec sa piqûre, mais il faut aussi qu'il sorte un petit peu du déni et qu'il accepte un petit peu parallèlement à ça. Ça serait pas mal qu'il fasse un peu un travail un peu sur lui. Mais je pense que le problème qu'il a quand même, c'est qu'il ne voit pas suffisamment quelqu'un avec qui parler. Il voit pas suffisamment. Oui, mais ça justement, il pourrait un peu faire un travail un peu sur lui, le solliciter, et puis après, voilà, chaque chose en son temps. Moi, je peux vous parler de mon cas. Rapidement, parce qu'on va conclure là. Je vois un psychiatre depuis 30 ans. Je vois un psychologue en parallèle depuis 2 ans suite à mes problèmes. Je vois mon médecin généraliste. D'ailleurs, je vous ai appelé là parce que c'est grâce à lui, je dirais, pour le moment, je touche du bois. J'ai changé de médicament, il m'a donné quelque chose, et ça fait 3 mois. Là, en général, mes crises d'hypomanie, elles durent 7 semaines. Là, ça fait 3 mois que je suis un peu hypomaniaque, mais on a augmenté la dose du médicament, et je dors bien. Je prenais un somnifère assez violent pour dormir. Maintenant, je n'en prends plus. Quand je faisais une crise, je prenais 12 kilos, et puis je les reperdais dans ma déprime après. Là, je n'ai pas pris de poids. Je suis bien, là. J'arrive à me contrôler quand je sens que la pression monte. C'est vrai qu'il faut trouver la bonne médication, le bon médecin. Voilà. Mais il est impératif d'avoir un psychiatre, c'est incontournable. Il y a un centre à Créteil qui est spécialisé dans la bipolarité. À l'hôpital de Créteil, là-bas, je me rappelle plus. Il habite dans l'Oise, lui, alors... Oui, c'est pas très loin, voilà. C'est pas très loin. Alors, il y a Emma aussi, je la remercie, qui m'envoie un petit SMS au 7 39 21. Emma qui me dit toujours psychiatre à ses heures perdues, qui dit que Claudine aille sur le forum Bipote. C'est un forum très intéressant pour les bipolaires. Alors, le forum Bipote, B-I-P-O-T-E-S. Voilà. Et vous y trouverez beaucoup d'informations. L'association Argos, c'est www.argos, A-R-G-O-S 2001.fr. Et il y a également un numéro de téléphone qui est le 01 69 24 22 90 01 69 24 22 90. D'accord. Voilà, donc là vous pourrez aussi trouver du soutien certainement et du réconfort. D'accord. Il y a un petit mail aussi de Gilou qui dit: j'ai connu cette situation pour mon fils qui a nié sa maladie pendant très longtemps, puis lors d'une descente aux enfers car très dépressif et après maintes et maintes discussions, j'étais cadre infirmière en psy, il a fini par accepter son traitement. Je souhaite bon courage à cette maman, dit Gilou. C'est gentil. Je remercie tout le monde pour ces témoignages. Je souhaite simplement, maintenant que la vie soit meilleure pour lui,
pour moi, je m'en sortirais. On a un petit souci. Oui, vous pouvez continuer à parler. Je souhaite simplement que lui s'en sorte, que quant à moi, maintenant, mon chemin est déjà bien entamé. Et je sais que la douleur, de toute façon, je la supporterai jusqu'au bout du chemin. Mais pour lui, je souhaite le meilleur et que vraiment, il ne soit plus dans ce déni, qu'il prenne vraiment conscience. Et je pense qu'il a fait un pas en avant de ce côté-là. Mais d'ores et déjà, j'ai l'impression d'avoir le cœur rempli de plein de bonnes choses et que je vais pouvoir avancer et pouvoir exploser de bonheur. Et puis, quand je vais voir ma fille, lui en parler et puis peut-être voir mon petit-fils bientôt. On vous le souhaite de tout cœur, en tout cas, merci. Claudine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci à vous, Eric, également, d'avoir témoigné de votre expérience. Merci et bon courage à lui et bonne santé également. Merci. Au revoir. Au revoir. On accueille maintenant Anne. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Anne. Je vous écoute. Oui, moi je vous appelais pour vous raconter effectivement et pour échanger. Il y a presque un an, au lieu de le soir de l'anniversaire de ma fille, j'ai découvert que mon mari menait une double vie depuis plusieurs années. Enfin, peut-être avec des personnes différentes aussi. J'ai pas approfondi. Je l'avais absolument pas anticipé. En y réfléchissant aujourd'hui, je vois toujours pas de signe avant-coureur, autre chose qui aurait pu me faire douter ou me questionner. Et aujourd'hui, je suis face à quelqu'un qui est relativement fermé. Oui. Et voilà, le temps passe, les choses s'apaisent un petit peu, mais pas tant que ça. Et ce qui m'a fait vous appeler l'autre soir, vous aviez un auditeur à qui vous aviez dit que parfois quelques mots pouvaient aider l'autre personne à faire son chemin. Et aujourd'hui, j'en suis là en fait. Et je me demande comment tout ça va se terminer et comment, si un jour je n'ai jamais d'explication sur le vrai pourquoi, sur pourquoi aujourd'hui j'ai plus de mari, pas de faim, ma famille est en morceaux. Comment on continue son chemin personnel quand on comprend pas réellement pourquoi tout ça s'est brisé en fait. Il est parti de lui-même il y a un an. Non, ça a mis du temps. Il est parti au mois d'avril, donc ça a mis encore 6 mois. Mais il est parti, il n'y a pas eu de parole autour de ce départ? Non, c'est toujours les mêmes explications. Parce que vous en mettez, vous, des mots autour de cette séparation, en disant que vous avez découvert que... Dans ce que j'entends, vous ne mettez pas des questions, vous mettez des réponses. Vous dites, mon mari menait une double vie depuis des années, que vous avez découvert, semble-t-il, vous, très tardivement, lorsqu'il est parti, c'est là que vous avez, puisque vous me dites que vous ne vous étiez aperçu de rien, donc il cloisonnait très bien sa vie. C'est à ce moment-là que vous vous êtes aperçu, que vous avez appris qu'il avait une double vie, peut-être avec une, voire plusieurs personnes? Oui, parce que je l'ai vu ne pas participer à la soirée d'anniversaire de son enfant et que j'ai pas compris pourquoi ils étaient fermés absolument et que oui, j'ai posé des questions certainement plus que d'habitude et il a fini par révéler ça. Il y a eu effectivement un soir où il a parlé et puis absolument rien de plus et au final depuis maintenant bientôt un an c'est toujours les mêmes explications. C'est quelques bribes de oui j'ai eu ces relations etc. C'est moi qui j'ai changé, je ne te reproche rien, c'est moi qui ai changé, je fais du mal à tout le monde et puis on tourne toujours autour de ça et aujourd'hui je me rends compte que ça me suffit pas pour avancer et je me dis que j'aurais peut-être jamais de vraies explications pas celles qui vous conviennent en tout cas. Ouais, en tout cas, Qu'est-ce qui vous conviendrait? Un petit peu plus de détails ou effectivement parce qu'aujourd'hui c'est moi qui me remets en cause quand vous avez quelqu'un en face de vous qui vous dit je ne te reproche rien mais au final c'est moi qui me retrouve seule avec effectivement je me retrouve à élever mon enfant plutôt seule alors que c'était pas le modèle de famille qu'on avait décidé d'avoir, etc. Ça c'est douloureux pour vous. Bien sûr. Mais vous vous reprochez des choses alors qu'il vous dit qu'il ne vous reproche rien et que c'est lui qui a changé.
C'est ça. Et je n'arrive pas à me dire que Donc ça vous peut voulez être à que tout ça. prix, vous voulez à tout prix vous rendre responsable. Je sais pas si c'est me rendre responsable, mais j'arrive pas à me dire que ça peut être que ça qui. Et c'est là où je suis bloquée. Je vois pas par quel biais je peux me sortir de ça. Parce que vous voulez trouver une explication, en tout cas, pas celle qu'il vous donne ne vous convient pas. Vous ne la jugez pas suffisante. Mais moi, j'ai le sentiment que de toute façon, quelle que soit l'explication qu'il pourrait vous donner, cela ne vous conviendrait pas. Parce que vous me dites que par rapport à ce que vous avez construit avec lui, par rapport à ce désir de couple, de famille, c'est très douloureux ce que vous vivez. De devoir vous retrouver seul à élever votre enfant. Et c'est tout cet idéal aussi qui est mis à mal. Donc il faut trouver du sens à tout cela. Donc quand lui vous dit j'ai changé, ça n'arrive pas non plus à n'importe quel moment. C'est-à-dire il vous a quitté à un moment très particulier de votre vie. Vous l'avez pas dit, mais vous l'avez dit quand même au standard. Vous deviez fêter un anniversaire. Tout à fait, oui. Oui, c'est très symbolique. Pour moi, oui. Pour lui, vraisemblablement bien moins. Oui, c'est 10 ans de mariage. Oui, 10 ans de mariage. Bien sûr, oui. Donc pour vous, c'est quelque chose qui est de l'ordre... Vous voyez, vous vous apprêtiez à fêter vos 10 ans de mariage et lui vous quitteront tout ce que vous vouliez fêter, tout ce symbole. Mais là où je pensais que pour lui, c'était des choses qui étaient importantes aussi, puisque c'est lui qui organisait un voyage surprise, en fait, qu'on a fini par faire et qui a été une catastrophe. Mais vous l'avez fait quand même. Parce qu'il y tenait, donc voilà, c'est peut-être finalement l'occasion de se retrouver tous les deux loin de tout ça et de pouvoir faire le point. Et puis non, ça n'a absolument rien arrangé, mais je me demande comment on peut en parallèle organiser un voyage pour faire une surprise à quelqu'un et profiter de se dire j'organise le voyage, je rentre plus tard, etc. pour tromper la personne sur ce genre de prétexte. C'est quelque chose effectivement que... Comment ça, je rentre plus tard? À dire, ouais, je rentrerai plus tard, il faut que je passe en ville, régler des trucs, payer ceci, etc. pour finalement découvrir qu'en fait, le voyage, il l'avait organisé depuis longtemps et qu'il utilisait ce genre de motif pour aller voir quelqu'un d'autre. Mais pensez-vous que si vous n'aviez pas découvert ces infidélités en questionnant autour de cet anniversaire de mariage, je me pose votre relation aurait pu continuer? Je me dis que oui, mais comme j'étais tellement à 100 lieues d'imaginer que c'était ça qui l'avait mis si mal ce soir-là, pour moi c'était plutôt une mauvaise nouvelle dans notre entourage, mais absolument pas ça. J'étais vraiment à 100 lieues. Qu'est-ce qui l'avait mis mal? Le fait de plus arriver à gérer ici une vie de famille, un gâteau d'anniversaire, un enfant, etc. alors que c'est pas ce qu'il avait envie de partager ce jour-là. C'est ce qu'il vous a dit? C'est moi qui l'interprète aussi, oui, mais parce qu'il parle vraiment très très peu. Aujourd'hui, il est complètement refermé et. Oui, mais peut-être que si vous n'aviez pas poussé, si vous ne l'aviez pas poussé dans ces retranchements, peut-être seriez-vous encore ensemble aujourd'hui. Oui, je pense que oui, mais et c'est aussi une des choses, mais pourquoi je lui ai posé ces questions et en même temps en le voyant tellement mal et étant tellement loin d'imaginer que c'était ça ce que j'allais découvrir. Mais pourquoi était-il si mal au fond? C'est que cette relation commençait à lui peser. Cette situation, plus exactement. Oui, parce que si on arrive à cloisonner, on arrive à donner le change et effectivement. En général, oui. On cloisonne. Il ne pouvait plus. Vous l'avez senti, là il y a quelque chose, vous l'avez vu, vous ne pouviez pas imaginer quel en était le motif. Mais je voyais qu'il n'était pas très bien. Qu'il était mal.
à force, je pense que je le connais bien. Donc oui, Alors vous aviez une telle image de lui que là, il est descendu très bas, hein, là, pour vous. Enfin, vous voyez, il est tombé de son piédestal et de tout ce que vous aviez construit de cette image, cette belle image de couple qui fête ses 10 ans de mariage. Bon, tout s'effondre. Oui. Qu'est-ce qui lui est resté à faire, si ce n'est partir? Partir, ou à un moment donné, aujourd'hui, comme j'entends pas les explications, effectivement, Quelle explication pouvait-il donner? Parfois, vous savez, c'est à la limite, je pousse plus loin, hein, je me fais l'avocate du diable. Je ne dis pas... parce que là, vous me parlez de qu'il a une double vie. Bon. C'est ce qu'il vous a dit, lui? Qu'il avait une double vie ou qu'il avait une liaison? C'est pas la même chose. Qu'il m'avait trompé plusieurs fois. Bon. Comment avez-vous réagi? Forcément pas bien. Ça se comprend. J'imagine que vous n'aviez pas le sourire. Mais bon, après ça, pas bien, ça veut dire quoi? Mais pas bien dans le sens où il n'y a pas, au-delà de donner ces informations-là, il n'y a pas de... il n'est pas plus désolé que ça, il s'excuse pas. Il était très mal. Oui, mais parfois je lui dis à plusieurs reprises, je lui demandais s'il avait... finalement, c'était à moi de devoir tout gérer. Il est parti. Parfois, quand le poids de la culpabilité est trop grand, on ne s'excuse pas. On se punit en s'en allant. C'est son discours, c'est aujourd'hui, je vais m'en aller très loin, voilà. Vous n'aurez plus de mes nouvelles. C'est ce que j'essaie de vous dire. Ben voilà, c'est son discours. Donc c'est une façon, c'est ce que j'essaye de vous dire depuis tout à l'heure, Anne. C'est que ça peut être une façon de réagir. Parce qu'aujourd'hui, quand on est assailli par la culpabilité. Et il s'est coupé effectivement de ses parents, de tous nos amis, de nos amis de couple, et il est dans sa bulle, dans d'un côté de pas avoir envie de vieillir, il va avoir 40 ans dans 2 ans, de pas avoir envie de passer ce cap. C'est assez compliqué et en même temps, mais on a un certain nombre d'intérêts communs et un enfant surtout au milieu de tout ça qui comprend pas toujours tout. Pourquoi? Est-ce qu'il est présent pour votre enfant? De manière inégale, parfois oui, de manière constante, et puis pendant une semaine très peu, et puis il revient, et puis mais un enfant de 5 ans a du mal à gérer cette irrégularité. Et aujourd'hui, je vois pas comment ça va évoluer dans le temps. Au départ, il y a le coup de la surprise, la colère, on n'y croit pas, on amortit la chose, on avance, etc. Mais après, il y a quoi après tout ça? C'est vous allez évoluer. Si vous attendez des explications, vous attendez des explications qui n'est peut-être même pas lui en mesure de vous donner. Mais c'est ça que j'arrive pas à... mais oui, mais c'est ce qu'il faudrait peut-être comprendre. Vous, déjà, Anne, lui n'est peut-être pas en mesure de vous expliquer. Comment voulez-vous qu'il vous explique à vous ce que lui peut-être a du mal à comprendre? Ça peut... l'infidélité, il y a des couples qui résistent à l'infidélité. L'infidélité peut survenir dans un couple. L'infidélité, il n'y a pas d'un côté l'infâme salaud ou on peut le mettre au féminin qui trompe et qui du coup parce qu'on en rajoute autour de ça, hein, du coup
c'est vraiment il y a du prix, il y a tromperie quand on se marie comme ça, on n'a pas le droit. Bon, c'est pas toujours aussi simple. Il y a l'idée, il y a une vision, et puis d'un autre côté la victime terrible qui, bien évidemment, même si c'est une souffrance d'être trompée, c'est pas. Il y a beaucoup de stéréotypes comme ça qui traînent dans nos têtes. Il y en a un aussi et qui est très tenace, celui-là, l'idée que l'on est trompé parce que l'on n'est plus aimé. Mais il est rare que les choses soient aussi simples, hein. Alors, quand vous me parlez du parcours de cet homme, oui, il est pris la main dans le pot de confiture, si je puis dire, et il part et il opère une cassure avec tous ses proches, y compris avec ses parents d'ailleurs, ce qui est pas neutre, hein. Comme si il ne pouvait il avait déçu, il avait chuté, et donc il était plus digne d'estime. Alors, en le renvoyant constamment à dire pourquoi cette image de mauvais qui a chuté, bon, alors vous attendez des explications, mais il faudrait peut-être essayer de comprendre. Finalement, c'est une façon aussi de refuser, de voir de mettre ça du côté de façon un peu simpliste, de son côté à lui, il vous doit des explications. C'est pas aussi simple que ça. Et ça peut évoluer comment dans le temps ? Ça peut évoluer si vous sortez de cette dynamique-là, d'attendre quelque chose de lui qu'il n'est pas forcément à même de vous donner, mais plutôt de vous dire que il n'est plus là actuellement dans votre vie, que c'est douloureux, ça reste quelque chose de douloureux, mais peut-être que si vous avez le sentiment, et ça donne ce sentiment en vous écoutant, que ça vous entrave et que ça vous empêche d'avancer, que vous avez le sentiment d'une injustice, vous devoir vous occuper seul de votre enfant, à ce moment-là, de pouvoir en parler pour vous libérer de ce poids. Mais à votre niveau à vous, voyez, de votre point de vue à vous, même si vous allez parler de lui, évidemment, mais parlez aussi en votre nom propre, plutôt que d'attendre que ça vienne de lui. Parce que vous attendez encore trop de lui, alors qu'il n'est pas dans votre vie. Plus, en tout cas. Vous comprenez ? Oui. Et vous restez bloqué. Complètement. Et c'est dommage. Et lui, peut-être, il ne fait pas ça contre vous, mais parce qu'il n'est pas en mesure de vous en donner. Et il peut rester comme ça des années ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pas ce qui va vous faire avancer, vous, d'attendre. L'attente est sclérosante, hein. C'est sûr. Donc il vaudrait mieux que vous alliez un petit peu parler de ce que vous avez vécu et qui est compliqué. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que toute votre relation était fondée sur le mensonge et que vous n'avez pas été aimé et que, y compris parce qu'il y a eu des infidélités, qu'il ne vous aimait plus. La réalité peut être beaucoup plus complexe que cela, Anne. Et c'est peut-être dommage que vous n'ayez pas pu en parler à ce moment-là. Mais bon, oui, non, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est maintenant l'important que vous puissiez sortir, en tout cas, de ce moment où on a l'impression que la vie, vous, c'est un peu arrêté à ce moment-là, et que bon, faut que vous puissiez continuer à avancer. Bon courage, Anne. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Bonsoir, Pierre. Pierre, vous êtes avec nous ? Oui. Bonsoir. Vous avez entendu le témoignage d'Anne ? Oui. Et vous êtes un peu retrouvé dans la situation du mari d'Anne, je crois. Oui, tout à fait. Après, avec des variantes, hein, toujours. Oui. Des variantes d'âge, des variantes d'année de mariage. J'ai eu exactement le même problème. Quand j'entends parler Anne en disant que son mari s'est refermé et n'a pas d'explication à donner, je pense pas qu'il y ait d'explication à donner. Et moi, je suis quelqu'un aussi très introverti. Ouais. J'ai eu beaucoup sur ces sujets-là. Alors,
la cause, après on va la chercher dans l'éducation, dans l'enfance, un peu importe. Je veux dire, introverti, on n'a pas d'explication forcément à donner. C'est simplement, je pense que c'est amour. Il n'y a plus d'amour, quoi, c'est tout. Alors, on peut avoir, à un moment donné, on arrive à vivre avec de l'affection. Je pense que on peut vivre longtemps avec de l'affection. Et à un moment donné, il peut y avoir un truc qui provoque une cassure. Alors, ça peut être un stress, ça peut être une surcharge de travail, ça peut être un événement qui fait que ça casse et puis voilà. Et c'est un voile qui en fait c'est un rideau qui tombe sur le fait qu'il n'y ait plus d'amour. Alors il n'y a pas d'explication, c'est difficile de donner explication à quelqu'un avec qui on a partagé beaucoup de choses. C'est-à-dire que c'était compliqué de dire à votre épouse qu'il n'y avait plus d'amour, vous aviez peur de la blesser? Oui, je pense que c'est ça aussi. Enfin, faut pas parce que on est mélangé. Il y a plein de sentiments, de honte, quand on dit qu'on coupe avec tous les amis, on se replie sur soi-même parce qu'on peut avoir honte, on peut avoir d'une situation, on peut avoir plein de choses. C'est pas simple à vivre. Alors, mais c'est intéressant. Est-ce qu'on peut continuer l'échange après le journal? Oui, allez-y, oui. Allez, restez avec nous, alors ne raccrochez pas. Bienvenue si vous nous rejoignez maintenant sur Europe 1. Cette émission est la vôtre. Vous pouvez vous y exprimer en toute liberté jusqu'à 1h en appelant le 39 21. Vous pouvez également nous faire part de toutes vos réactions par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit ou nous adresser vos courriels sur le site europe1.fr. Alors juste avant le journal de minuit, nous avions eu le témoignage d'Anne qui aurait bien eu besoin d'une explication de son mari, nous disait-elle, qu'il a quitté alors qu'il s'apprêtait à fêter leurs 10 ans de mariage. Anne avait découvert qu'il avait une liaison en parallèle. Et Pierre, donc vous êtes avec nous parce que vous vous êtes un peu retrouvé dans la situation du mari qui ne parvient pas à donner d'explication, et vous nous disiez c'est compliqué l'explication, ça peut être aussi qu'il n'y a plus d'amour. Oui, c'est aussi simple que ça, je pense. Mais moi, j'y reviendrai, mais par rapport à vous, puisque c'est votre histoire qui nous intéresse, c'est-à-dire que c'est votre femme qui, comme Anne, a découvert que vous aviez une relation en parallèle. Oui, mais c'est quelque chose qui devait de toute façon sortir, donc ça serait sorti. J'attendais plus un événement. Bon, c'était l'année du bac de ma fille. Enfin bon, voilà, j'étais plus en attente de la fin de quelque chose, quoi. C'était quelque chose qui devait sortir de toute façon, qui est arrivé, oui, plus subitement que prévu, voilà, plus soudainement que prévu. Mais bon, donc c'est pour ça que je parle de similitude. Oui, c'est la similitude. Et encore, je vous explique, c'est pas très simple d'en parler, même d'en parler. On en a honte. Et honte de quoi? Honte de cette situation. De ce qui est arrivé, de dire par rapport à des valeurs, par rapport à plein de choses, de dire que on fait mal, de dire que... Et c'est ça aussi le repli, c'est de se dire qu'à un moment donné, il y a une personne en face qui... C'est pas de la trahison, mais même s'il y a plus ça, c'est de se dire un peu quel gâchis, pourquoi on est arrivé là, qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour éviter ça, qu'est-ce qu'on aurait dû faire pour éviter ça. Donc on remet tout en cause. Hein. Mais c'est compliqué en même temps, et ça peut se comprendre parce que cette idée de mariage pour la vie peut être finalement, quand on en réfléchit, problématique, puisque chacun des deux conjoints
va au fil des années évoluer et nul ne sait si son cheminement restera compatible avec celui de l'autre. Ah mais tout à fait, non mais c'est l'idée, mais c'est toujours l'idée, enfin c'est l'idéalisme du départ, c'est tout est beau, tout est rose et tout, voilà, mais Mais départ, c'est un bonheur et effectivement on vit dedans, enfin jusqu'à ce que pour certaines raisons l'usure se fasse, pour plein de raisons quoi, c'est voilà. Et après, ce sont des histoires différentes. La cause de l'usure, la cause de la cassure, la cause. Chacun son histoire, c'est différent. Ce que je voulais dire à Anne, c'est plus expliquer un peu pourquoi le repli, de ce que j'en comprends, le repli sur lui-même de cet homme. Oui. Je vais pas l'excuser, je m'excuse pas non plus. Je sais pas, je connais pas. Chaque histoire est différente, chaque couple est différent. Chacun a ses personnalités, donc je ne juge pas, je ne dis rien. J'essaie juste de dire à Anne que voilà, c'est pas simple non plus, et je comprends que ça vraiment pas simple pour elle. Alors là encore moins, mais alors c'est votre situation à vous, c'est-à-dire qu'à ce moment-là vous n'éprouviez plus d'amour pour votre femme. Moi je le disais à Anne et je le redis quand même, parmi les conceptions qu'on a parfois, les idées qui font beaucoup souffrir par rapport à cette notion de tromperie dans les couples. Et qui rajoute à la souffrance, c'est cette idée quand même qu'on est trompé parce qu'on n'est plus aimé. C'est pas toujours le cas, hein. Il peut y avoir de l'infidélité et quand même de l'amour, hein. C'est pas aussi simple. Mais je trouve que dans ces cas-là, l'entourage, souvent en voulant bien faire, en rajoute, comme si on acquiert avec la vie commune un droit incompressible à la fidélité de l'autre. Donc quand on est trompé, c'est comme si on était victime d'une escroquerie, d'une tromperie sur la marchandise. Je le vois d'ailleurs dans les messages que je reçois où souvent je me fais engueuler quand je parle d'infidélité. Je dis c'est pas parce qu'il y a infidélité que forcément il faut tout de suite envisager la rupture. Ça dépend comment la personne se positionne, qu'est-ce qui est en jeu dans la relation. Qui est-on pour dire vous devez réagir comme ça comment la réaction s'est faite, oui. Voilà, qu'est-ce qui est en jeu dans cette histoire? Et là, il y a des réactions souvent très 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 excessives, hein, que je vois d'auditeurs très brutales en disant c'est un peu du style qui vole un œuf, vole un bœuf, donc qui trompera, retrompera. C'est là aussi où dans l'excessivité de la réaction qu'on peut comprendre. Enfin, à la limite, on peut la comprendre, cette excessivité, fait que ça accélère encore la rupture. Oui. Et c'est que, voilà, là, du jour au lendemain, on dit, bien au revoir. Et l'idée du voyage, je l'ai connu aussi, ça, c'est aussi la catastrophe. Il est trop tard, c'est foutu. Après, chacun, faut être égoïste, faut savoir être égoïste après, à un moment donné. Et c'est peut-être pour ça qu'on n'est peut-être pas assez égoïste quelquefois dans un couple, et c'est peut-être ça qui fait que ça casse. Enfin, en tout cas, je dirais, il ne faut pas se perdre de vue, il ne faut pas s'oublier dans la relation, plus exactement. Oui. Mais quand vous disiez infidélité, veut pas dire ne pas amour. Alors, il y a des fois des notions subtiles entre amour et tendresse, affection. Il y a le gap entre tendresse, affection et amour. Et pas si net que ça. Et donc, il faut mettre de la tendresse, affection. L'amour, c'est de la tendresse, affection. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Non. Donc, après, vous savez, j'essaie d'analyser. J'essaie de faire un travail de psy. Je suis allé voir un psy. Oui. C'est une catastrophe. J'ai arrêté de moi-même. Oui. De toute façon, on n'y arrivait pas. J'arrivais pas à parler de ce truc-là parce qu'il y a toujours le sentiment de honte, de culpabilité et de dire à quelqu'un, voilà ce qui s'est passé. Et on s'en sort pas. Donc voilà, après, on se replie sur soi-même, oui. On déprime, oui. Pourtant, normalement, s'il y a bien un endroit où vous n'êtes pas jugé, c'est dans le cabinet d'un psy. Non, mais bien sûr. Je dis pas que le psy juge. Je dis c'est le sentiment quand on y va. Après, il suffit d'avoir quelqu'un qui a du mal, qui a déjà des difficultés pour s'exprimer. S'il a certaines valeurs, si on lui a inculqué étant petit des valeurs, etc.
à un moment donné, c'est très dur d'en parler. Enfin, je sais pas si vous pouvez vous rendre compte du chemin qu'il y a. Moi, c'est arrivé il y a 2 ans, entre 2 ans, enfin, c'est 2 ans et Intéressant. maintenant, quoi. Le fait que je vous appelle, enfin, c'est monstrueux, quoi. J'ai l'impression d'avoir fait un chemin pas possible. Et, c'est peut-être aussi que je suis touché par l'histoire d'Anne. Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, je serais tenté de dire, si jamais vous avez mes coordonnées, si jamais Anne voulait me contacter pour discuter, vu qu'elle n'arrive pas avec, enfin, elle n'a peut-être pas d'explication, pour poser des questions, j'ai mes réponses à moi, voilà. Si elle n'a pas de son côté des réponses, je sais pas, ça peut peut-être l'aider, j'en sais rien, je suis pas psy, je peux juste expliquer, voilà. Et donc, si elle désirait, voilà. D'accord, on lui transmettra vos coordonnées, Pierre. Il n'y a aucun souci. Volontiers. Il y a un petit message de Cathy qui vous écoute et qui dit la trahison, c'est de rester sans amour. Oui, c'est vrai, elle a raison. Mais elle a tout à fait raison. Oui, on se trahit soi et l'autre mérite mieux que cela. Oui, mais aussi. Mais à un moment donné, vous savez, alors moi j'ai toujours dit, alors c'est vrai que c'est la trahison, c'est toujours difficile à comprendre, c'est dire, j'ai jamais cru que je partirais pour moi. J'ai toujours dit que je partirais pour quelqu'un d'autre. Et vous êtes parti pour quelqu'un d'autre? Oui. Oui, c'est plus simple. Mais ça n'a pas... Non, oui, c'est plus simple. Ah, quand même. Oui, c'est plus stimulant. C'est plus stimulant, j'ai envie de dire. Non, oui, mais non, parce que, enfin, c'est parce qu'à c'est quand même plus. Si vous avez quelqu'un qui vous attend, vous n'êtes pas face au vide et face à l'inconnu et face à. Oui, enfin, l'autre est un inconnu, vous me direz, mais enfin, vous n'êtes pas face simplement à vous-même. Hein. C'est pas face à une inconnue. Alors c'est peut-être aussi, on va dire, la lâcheté, parce qu'on ne veut pas jeter dans l'inconnu. Enfin... C'est aussi de se dire qu'à un moment donné, il faut, quitte à être utile, autant être utile pour ce qui est. Oui, mais c'est pas la même chose que de partir. Il y a des gens qui partent tout simplement parce qu'ils ne sont pas bien dans leur relation. Ils partent. Il y a personne qui les attend. C'est courageux. Je conçois que c'est courageux. Alors courageux ou pas, j'en sais rien, parce que. C'est quoi le courage après? Si, je crois que c'est courageux. C'est le bon mot. On peut aller plus loin. Alors, c'est quoi le courage? Alors, est-ce que le courage, c'est aussi assumer? On ne va pas disserter sur le courage. Après, on peut partir. Voilà, quelqu'un demande, c'est le subversif qui dit, l'important c'est où en êtes-vous aujourd'hui? Et ça sera peut-être le mot de conclusion. Où j'en suis aujourd'hui? Oui. Difficile à dire. J'ai toujours de l'affection. Enfin, l'affection. Je suis toujours en contact avec mon épouse. Elle sait que dès qu'il y a un souci, je vais rappliquer dans les 5 minutes pour l'aider. Je suis, enfin, il n'y a plus de sentiments, il n'y a plus d'amour, donc j'ai plus envie de reconstruire quelque chose, mais en même temps, j'ai toujours cette phase de besoin de pouvoir l'aider au cas où, voilà, d'être là au cas où, pas pour en tant que mari, mais voilà, pour pas la lâcher. Enfin, je l'ai lâché, donc voilà, c'est tout. Il est trop. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est pas la lâcher. J'ai lâché sentimentalement, mais matériellement ou autre, d'être là, pouvoir l'aider pour. Vous lui gardez votre affection. On appelle ça comme on veut, oui. Je sais pas. Elle peut compter sur vous. Oui, alors après, qu'elle compte ou pas, peu importe. Enfin, oui, mais elle sait que, voilà, elle compte pour vous, quand même. Mais, comment? Elle compte pour vous. Oui, bien sûr. On peut pas non plus se dire qu'on balaye d'un. Et elle peut compter sur vous. Voilà. Maintenant, je dis, on a 2 chemins séparés. Oui. Que je serais tenté de dire. On peut garder à l'autre toute notre affection et toute notre estime, même s'il n'y a plus d'amour. C'est pas évident à comprendre et à assumer. C'est pas évident à faire. Non, c'est pas évident pour tout le monde. Il y en a. Il y a des personnes qui peuvent le comprendre. Il y a des personnes qui, bien sûr, mais c'est pas forcément si évident que ça pour les personnes de se dire que maintenant c'est séparé, c'est fini. Oui, c'est récent. Rester en bonne relation. C'est récent aussi, hein, Pierre. Ça fait 2 ans seulement. Donc. On peut rester en bonne relation. Oui. C'est difficile de comprendre ça, qu'on puisse rester en bonne relation. Aujourd'hui, j'ai des difficultés là-dessus. Pas de mon côté, mais de l'autre côté. Voilà, en tout cas, merci beaucoup de votre témoignage. Et donc, on transmettra vos coordonnées à Anne. Si elle le désire. Si elle le désire, évidemment. C'est toujours comme ça, ne vous inquiétez pas. Pas de problème.
Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Sergio se retrouve dans le témoignage de Pierre en disant « Je suis séparée depuis 2003 et si mon ex-épouse, maman de mes trésors, a besoin de moi, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, je suis là et c'est normal. » Le subversif dit « Eh oui, mais Pierre a rompu sans rien trancher. Il demeure aux alentours de ce qu'il doit avoir quitté. Il a fui sans même savoir ce qu'il fuyait. L'amour, dit-il. » Alors c'est intéressant parce qu'on voit le côté, on peut voir le côté romantique, le côté... c'est pas romantique d'ailleurs, on peut voir le côté compter sur, être là, garder son estime, comme je le disais. Et puis derrière cela, le fait que cette difficulté à trancher, comme vous le dites, à se séparer finalement, une séparation qui n'en est pas une séparation qui n'a pas été élaborée. Et le subversif ajoute élaborer peut-être l'image que vous avez de vos parents et du couple qu'ils formaient. On va accueillir Patrick maintenant. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Alors vous venez de subir une séparation très récente, puisque ça date de 10 jours et dont vous ne comprenez pas bien les raisons. La raison, c'est que j'ai eu un problème d'alcool et ma compagne m'a dit je t'accompagne, je suis ton infirmière. Et puis que dès que j'ai réglé le problème, elle m'a quitté. Oui. Vous dites elle a joué ce rôle d'infirmière, ça veut dire qu'aujourd'hui vous en parlez au passé de ce problème d'alcool. Ah oui, j'en parle au passé, oui. Je sais qu'il est présent, qu'il est qui me guette, mais bon, je l'ai réglé. Et ma compagne m'a quitté quand j'ai réglé le problème, quoi. D'accord. Oui. En vous disant que finalement ce rôle peut-être d'infirmière, c'est l'expression qu'elle a utilisée. Oui. L'expression qu'elle a utilisée, c'est-à-dire, j'étais ton infirmière, je t'ai aidé, je t'ai guidé, maintenant je te quitte. Voilà. Oui. Et oui, elle ne sait plus quelle place, quel rôle tenir auprès de vous. Je sais pas. Ces enfants m'ont détesté à cause de ce problème. Oui. Pour des enfants, c'est compliqué, évidemment. Oui, mais elle, je comprends. Ça veut dire que elle avait trouvé plein de bénéfices dans cette situation. Oui, je pense. Dans le fait de s'occuper de vous, dans le fait de prendre soin de vous. Je suis sûr que des problèmes d'alcool, c'est très lourd. Oui, c'est lourd. C'est très lourd. Or, elle a démarré la relation avec vous, si je comprends bien. Vous aviez ces problèmes avec l'alcool. Oui, bien sûr. Oui. Donc, elle est allée dans cette relation en connaissance de cause. Ouais. Ce qui n'est pas du tout la même chose que d'avoir une relation avec quelqu'un qui, à un moment donné, pour X ou Y raison, va sombrer dans cette dépendance. À ce moment-là, on peut dire, je vais faire en sorte de le soutenir, de l'aider du mieux que je peux. Là, elle a démarré la relation en sachant que vous aviez ce problème. Ah oui, elle l'interrompt lorsque, me dites-vous, vous en êtes sorti. Oui, absolument. En disant, je n'ai plus de rôle à jouer auprès de toi. Donc, la fonction que se donne cette femme est d'aider les autres. Ça a à voir, d'aider les hommes, ça a à voir avec son histoire. La connaissez-vous ?
Je le pense, oui. Je le pense. Vous connaissez, elle vous a parlé de son histoire? Elle-même a une relation avec l'alcool qui est pas très simple. Qui est pas très simple. Mais qui n'a rien à voir avec moi. Hein. Quand on en parlait, moi je disais, attends, je suis dépendant à l'alcool. Non, elle disait, mais moi je suis pas comme ça, je suis pas comme ça, je suis pas comme ça. Mais je sais qu'elle est un peu comme ça. Un peu comme ça. Et je sais que descendre, ça va plus vite que de remonter. Quoi. Oui, ça c'est certain. C'est certain. Mais vous pensez qu'elle-même aurait eu des problèmes de dépendance ou qu'elle aurait eu... Oui, je le pense, oui. Je le pense, ou oui. qu'elle aurait eu dans son histoire, elle-même aurait été dépendante? Ah, oui. Oui, j'en suis certain, oui, certain. Mais pas au même niveau que moi. Pas au hein, même niveau. Oui, enfin... Moi, j'ai été hospitalisé, j'ai eu des tas de problèmes. Elle n'en est pas là, mais moi, je lui disais, je te tends la main pour que... Mais alors, qui tenait la main à l'autre? Comment? Qui tenait la main à l'autre dans votre histoire? Moi, j'ai essayé de lui tenir la main, de lui dire attention, danger. Oui, enfin, c'était compliqué puisque vous me dites que vous aviez quand même des problèmes d'alcool grave et qu'elle a joué le rôle de l'infirmière. Moi, donc elle s'était mise dans ce rôle d'aidant et de soignant. Oui, mais comme elle m'a dit, je suis infirmière, je ne serai plus infirmière. Je ne serai qu'infirmière. C'est ça, j'ai du mal à vous comprendre. Je ne serai qu'infirmière? Elle est infirmière, c'est qu'elle m'a aidé beaucoup, elle m'a porté, voilà, donc à un moment donné, elle a décidé de ne plus être infirmière. Oui, mais parce qu'elle ne trouve plus sa place, ça l'a valorisée et ça lui donne un pouvoir aussi. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Alors, c'est compliqué pour vous, c'est difficile, mais l'important, j'ai envie de dire, c'est que ça vous a permis, vous, cette relation, de sortir, de vous libérer de ce problème d'alcool. Le risque, et vous en êtes conscient, oui, c'est de replonger. Bien sûr. Parce que dans une période de rupture... Le démon, il est toujours là, oui. Surtout dans une période comme ça de séparation, est une période à risque. Hein. Parce que vous êtes fragilisé, donc vous pouvez être particulièrement tenté en ce moment. Bien sûr. Vous êtes malheureux, donc vous pouvez retourner vers, comme vous dites, vos vieux démons. Ouais. Donc il est important d'être particulièrement bien entouré et bien soutenu là. Je ferai un psy. Deux fois par semaine. 2 fois par semaine? Ouais. Bon, qui est au courant là, vous... Ah oui, bien sûr. Si on cache à un psy... Oui, qui est au courant de la rupture, je veux dire. Oui, j'imagine que vous lui cachez pas vos problèmes d'alcool, parce que ça n'aurait pas de sens. Enfin, vous pourriez, hein, il y en a qui le font, mais oui. Non, je suis transparent, je parle. Oui. Si on parle pas un psy, on parle à personne. Hein. Ça n'a pas de sens, oui. On est là pour effectivement se montrer tel que l'on est. Et au niveau associatif, peut-être des groupes de parole auprès d'associations telles que les Alcooliques Anonymes, la Croix-Bleue. Oui, j'y vais. Vous y allez également? Oui, j'y vais. Est-ce que ça peut être particulièrement important dans cette période difficile d'avoir le soutien d'autres? Comme je cause bien, donc je suis un peu... on m'écoute, donc voilà,
c'est pas très 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 utile, quoi. Je veux dire. Qu'est-ce qui n'est pas utile? Parce que je parle bien, donc. Mais j'ai envie de me parler à moi, quoi. J'ai envie de me parler à moi, pas de parler aux autres. Mais quand vous êtes avec votre psy, c'est à vous-même que vous parlez. En présence de ce psy qui peut vous renvoyer certaines choses. Ouais, c'est pas la même chose que les groupes de parole. J'ai compris que le psy, il n'est pas là pour juger, il écoute. Donc il n'y a pas de retenue dans la parole, quoi. Oui. Mais c'est difficile. Mais cette femme, c'est lié à son histoire personnelle. Il y a des gens qui se mettent comme ça dans une position de sauveur. Hein, ils veulent sauver les autres. C'est ce qu'elle m'a dit. Donc elle se cherche comme ça de nouvelles personnes parce ça lui donne elle existe de cette façon-là, elle est valorisée de cette façon-là et c'est certainement aussi lié à son histoire personnelle où elle a dû prendre en charge assez tôt, on peut penser, dans son histoire, la souffrance de quelqu'un. Donc elle connaît bien ce rôle-là et elle s'oublie, elle, dans la relation, en aidant quelqu'un. Donc, de façon... Oui, mais ce que j'ai pas compris, Caroline, c'est que quand moi j'allais mieux, elle me dit, maintenant, je te quitte, je ne peux plus rien pour toi. C'est ça que je comprends pas. Je comprends pas. Mais parce que à ce moment-là, votre place, si vous voulez, elle vous a connu. Vous étiez dépendant à l'alcool. Oui. Donc, elle y est allée dans cette relation. Elle s'est dit, voilà, là, je peux jouer mon rôle de sauveur auprès de cet homme. Oui, mais elle a raconté à ses enfants nos petites disputes. Mais oui, mais parce qu'elle se donnait... Mais oui, mais Patrick, elle se donnait le beau rôle. Ouais. C'était elle qui pouvait vous sortir de tout cela. Dans les faits, vous avez fait tout un travail sur vous. Oui. Hein? Parce que c'est pas facile, hein. Ah, mais et comment? Dans un couple, il y a, on en entend des témoignages dans une telle dépendance. Vous pouvez avoir auprès de vous une personne qui vous aime, que ce soit votre mari, votre femme, vos parents, vos enfants. Si vous n'êtes pas résolument motivé pour arrêter de boire, personne ne vous fera arrêter. Donc pas même cette femme qui s'était mis dans la tête de jouer les infirmières, comme vous dites, auprès de vous. Oui, c'est ce qu'elle m'a dit, oui. Comment c'est ce qu'elle vous a dit? Elle m'a dit, je suis ton infirmière. Oui, mais dans les faits, elle se donne un très beau rôle. Une infirmière, certes, mais c'est vous quand même qui vous en êtes sorti, parce que vous le vouliez bien. Ouais. Voyez, elle n'a pas, c'est pas elle qui vous a guéri. Elle a joué un rôle, mais pas celui, pas complètement, pas uniquement. C'est vous le principal artisan de votre réussite. Il faut pas l'oublier. Ah oui, alors que ça soit difficile et douloureux qu'elle vous quitte en vous disant cela, évidemment, de dire tiens, elle a été qu'une infirmière. Pour moi, non, c'est ça, c'est sa façon à elle de fonctionner. Elle a besoin elle est conditionnée en quelque sorte par son histoire. C'est pas contre vous, elle est conditionnée. Mais vous vous en êtes sorti aussi tout seul. Elle doit un psy aussi.
Bah oui, mais vous avancez plus vite qu'elle, hein. Finalement, voyez, Patrick, vous avancez plus vite. Mais bon. Je vois un psy. Donc il faut continuer. Et puis, comme le dit le subversif, attribuez-vous votre victoire à vous et pas à elle. D'accord. Et ne vous cramponnez pas à son souvenir comme à une bouée, parce que c'est vous qui êtes sorti victorieux de l'alcool, pas elle. Donc c'est à vous et à vous seul que vous le devez. Ne l'oubliez pas. D'accord. Bon courage. Merci Caroline. Au revoir Patrick. Au revoir. Et on va accueillir maintenant Gaëlle. Bonsoir. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir Gaëlle. Donc je vais faire rapide. Je voyais un psychiatre depuis 3 semaines. Écoutez, la liaison est très très mauvaise, donc on va passer un petit peu de musique et on va essayer de régler ça le temps d'un disque, d'accord ? Je sais pas ce qui se passe, on a un problème avec votre portable. À tout de suite. Et un petit SMS de Cathy pour Patrick qui dit vous avez du courage, alors ne gâchez pas tout avec cette relation. Et on va accueillir maintenant Nathalie. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Bonsoir Nathalie. J'ai pris bonsoir Caroline. J'ai pris votre émission en route concernant les infidélités de ces messieurs, de ces infidélités dans le couple, oui. De ces considérations, de ces réflexions, de ces. Moi, j'ai été très 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 longtemps. J'ai 52 ans. J'ai été très 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 longtemps secrétaire d'avocat. Donc, en tant que secrétaire, j'ai eu à m'occuper de dossiers de divorce. Et j'ai pu faire quand même la constatation que la plupart, quand même la grosse majorité des hommes qui partaient ne partaient pas seuls, ils partaient toujours pour quelqu'un d'autre. Oui, c'est la différence avec les femmes. Comment ? C'est la différence avec les femmes. C'est la différence avec les femmes, parce que les femmes se retrouvaient seules avec les enfants. Non, mais les femmes, je voulais vous dire, quand elles partent seules. Ah, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il n'y a pas beaucoup qui partent. Ah non. Bon. Ouais. Ah non. C'est pour ça que je voulais intervenir parce que c'est. Non, parce qu'on dit que ce sont majoritairement les femmes qui demandent le divorce. Mais alors elles demandent le divorce parce que n'ont pas le choix. L'homme les a trompées. D'accord. Oui, ça reste la grande cause de séparation, j'ai lu, l'infidélité. Oui. Alors, il y a aujourd'hui, quoi. D'ailleurs, il y a des psys qui le disent. Il y a les comment dirais-je, les maîtresses des hommes qui sont des femmes de l'ombre. Oui. Qui acceptent effectivement le rôle de maîtresse, mais sans intervenir dans le couple, qui vivent une vie un peu cachée. Et puis il y a des femmes qui veulent aller jusqu'au bout, jusqu'à détruire complètement le couple. Oui, ça se voit. Oui, ça se voit aussi. Qui font tout. Il y a 2 catégories de femmes. Il y a des femmes qui acceptent effectivement pour différentes raisons, en disant bon, après tout, moi je suis très bien toute seule. J'ai un homme, il est marié, il a sa vie, moi j'ai ma vie, on se voit pas, mais qui sont les femmes de l'ombre. Et il y a ces femmes qui feront tout, mais tout, qui iront jusqu'au pire, lettre anonyme, enfin des choses absolument odieuses, pour faire rompre le couple. Et ce qui est assez curieux, c'est que, moi ce que j'ai pu remarquer aussi, c'est que l'homme qui va se séparer de sa femme va très souvent refaire le même schéma avec la personne avec qui il part. Oui, c'est-à-dire le même schéma. Oui. Alors, il peut dire j'en ai assez des enfants, il va refaire des enfants. J'en ai assez de faire des choses avec ma femme, je la supporte pas. Oui. Il va refaire la même chose avec la femme avec qui il part. Et il refait le même schéma. Donc c'est-à-dire qu'à nouveau, il va se remettre dans une situation un peu de double pareil. vie. Exactement pareil. Et il y a eu un journal que je ne citerai pas, qui un jour a fait une découpe d'un cerveau sur un même événement, où on voit le cerveau de la femme qui réagit complètement différemment sur le même événement que le cerveau de l'homme. Alors, c'est vrai qu'on est très différents. Je crois que la femme, la fidélité, c'est extrêmement important, mais que pour l'homme, c'est une chose un peu dépassée. Et puis, il y a la banalisation. On peut enlever maintenant, je pense.
Comment? On peut enlever maintenant, d'ailleurs. Enfin... je trouve qu'il y a la banalisation aussi Oh, c'est-à-dire que ça a toujours existé. Oui, ça a toujours qu'aujourd'hui, existé, peut-être non, mais aujourd'hui, le couple se sépare, mais avant, regardez, dans la bourgeoisie, les bourgeois avaient leur danseuse, par exemple. Le couple ne se séparait pas. Attendez, de toute façon, les autres ne pouvaient pas parce que c'était plus compliqué. Il y avait des questions d'argent. Ça voulait pas dire qu'il n'y avait pas de l'infidélité, mais simplement les couples n'explosaient pas. Alors il y avait les fameux mots de tête des femmes légitimes, ce qui faisait que l'homme allait voir ailleurs. Il y avait aussi l'éducation. Il y avait aussi l'éducation des jeunes filles. On leur apprenait pas forcément à faire l'amour, enfin, etc. Et depuis quelques années, il y a une banalisation, ne serait-ce qu'à la radio, par des animateurs, ne serait-ce que la vente de journaux, où on apprend maintenant qu'il y a des positions qu'on connaissait pas, etc. Et que, la femme, on découvre de plus en plus de choses. Je suis rentrée ce soir-là, il y avait une émission interdite aux moins de 12 ans sur le sexe. Oui. J'ai éteint la télé parce qu'il y avait personne devant. C'est une banalisation. On banalise. Moi, je me souviens que je ne le citerai pas, mais d'un animateur qui interrogeait un couple, je sais pas, ils avaient 40 ans de mariage, et il insistait, mais allez, vous l'avez trompé, allez, mais dites-le nous, mais allez, mais j'ai téléphoné en disant, mais ça veut dire quoi, ça? Elle vous dit qu'elle l'a pas trompé, elle l'a pas trompé. Ça peut exister des couples qui vivent 50 ans, 60 ans ensemble. Oui, bien sûr. Oui. Il faut arrêter de dire que... Oui, et des couples et des hommes fidèles, hein, il faut aussi le dire. Et des hommes fidèles. Et des femmes infidèles. Ah oui, non, je vous sens marquer un temps de silence, mais des femmes infidèles, ça existe aussi, hein. C'est pas propre au sexe masculin quand même, hein. Sur la proportion, c'est quand même les hommes qui sont... Les hommes, ils ont... ils sont pas des cérébraux, hein. Les femmes sont plus cérébrales. Attention, je situerai pas à ce niveau-là. Regardez, alors attendez, parce que les hommes, si vous dites ça, là, c'est quand même très sexiste de dire ça quand vous dites que les hommes sont pas des cérébraux. D'ailleurs, beaucoup de sexologues disent que de plus en plus, ils reçoivent dans leurs consultations des hommes qui, pour de plus en plus des troubles sexuels, des pannes d'érection. Donc, c'est pas aussi simple. Le désir masculin n'est pas, on peut pas le réduire à quelque chose d'aussi mécanique que ça. C'est soutenu aussi par toute une fantasmatique. En revanche, là où je vous rejoins, c'est qu'il y a des différences qu'on ne peut pas gommer. Ça serait absurde de vouloir gommer les différences entre les hommes et les femmes. Je pense que quoi qu'on en dise, on dise que ça évolue là aussi selon les générations, mais je pense que dans le domaine de la sexualité, un homme, par exemple, peut avoir des relations sexuelles avec une partenaire sans pour autant s'attacher. C'est-à-dire qu'il peut dissocier le sexe et l'affectif plus facilement en général qu'une femme ne le fait. Hein, c'est-à-dire que une femme, souvent, pour obtenir de l'attention, de l'affection, de l'amour, va passer par la sexualité. Mais c'est dans ce sens-là que je voulais le dire. Voilà, mais voyez, c'est pas c'est pas tout à fait pareil. Ça veut pas dire que les hommes, voyez, parce que c'est pas, ils n'ont pas un sexe non plus à la place du cerveau, parce qu'il y a des femmes, vous savez, qui sont pas très fufute non plus, hein, les hommes, ça existe aussi. De préliminaires, un homme... Ah oui, mais ça, c'est dans notre même fonctionnement. Alors, pour le coup, préliminaire, c'est aussi dans la façon même dont nous sommes faites, constituées. Il y a aussi notre fantasmatique, mais il y a aussi la façon même dont nous sommes constitués. Parce que, si vous voulez par là, un homme, à partir du moment où il a une érection, il pourrait d'emblée avoir une pénétration, hein, si ça ne tenait qu'à lui. Bon, c'est vrai qu'une femme, oui, il faut quand même passer par un certain nombre de préliminaires parce que ça serait pas forcément très agréable. Voilà. Donc on mène dans un jeu de séduction et autres, et puis de faire en sorte que même si c'est assez rapproché, vous voyez, mais je nuancerai quand même. Voilà. Non, moi, mon propos, c'était de dire, j'en ai vu, j'ai commencé à travailler à 18 ans chez des avocats, 52 j'arrête parce que j'ai envie de faire autre chose. Oui. J'en ai vu 2 partir en disant, je n'ai plus de sentiments, mais je pars tout seul. Des hommes. Tous ceux
dont j'ai eu à m'occuper en tant que secrétaire, de taper les dossiers, enfin, etc., sont partis pour quelqu'un d'autre. Mais ça, j'avais lu un article qui corroborait vos dires. Hein. J'en avais parlé une fois à l'antenne. Alors, il y avait des hommes, des auditeurs qui m'avaient dit attention, pas de généralité, mais c'était issu d'une enquête où effectivement la plupart des hommes partent pour quelqu'un. Et oui, ils peuvent pas vivre seuls, les hommes. Alors, ils partent parce qu'ils veulent souvent retrouver ce qu'ils ont, ce qu'ils ont connu. Oui, voilà. Oui, bien sûr. Et puis un homme tout seul, de toute façon, moi j'en ai rencontré un qui était célibataire et quelques temps après, il m'a dit je suis plus célibataire parce que la solitude me pesait trop. La solitude me pesait trop. Et je suis pas bien sûr d'ailleurs qu'il soit très très heureux avec la personne avec qui il est, mais ça c'est pas mon problème. Ceci étant, une femme, elle peut vivre seule. De toute façon, elle peut faire tellement de choses en même temps et s'occuper des enfants qu'on lui laisse. et en plus, l'homme refait des enfants avec l'autre personne. Oui, c'est ça. Oui, ce qui est pas toujours possible pour les femmes. C'est ça qui m'hallucine. Oui, parce qu'ils veulent souvent revivre, reconstituer ce qu'ils ont perdu, hein, donc cette famille. En se disant, je n'ai plus de sentiments. Avec elle, j'en ai. Faut dire qu'elle a fait le forcing, la personne, la seconde. Mais ça, c'est peut-être parce que ça, c'est du vécu. Je suis peut-être en train de parler de vécu. Et donc, elle fait tout pour justement prouver que, avec elle, ça sera fantastique, et que, etc. Et il retombe dans le même schéma. En tout cas, j'ai reçu un mail aussi de Delphine qui dit qu'il a écouté comme vous le témoignage d'Anne et la réponse de Pierre qui disait qu'il était resté proche de sa femme et était toujours là pour elle. Delphine dit pour le vivre moi aussi c'est une situation terrible car il est impossible de se reconstruire quand l'autre est toujours aussi présent. Il soigne en fait sa culpabilité quand nous avons besoin de nous reconstruire seuls, dit Delphine. Ouais, ça peut être, c'est intéressant, son point de vue. Honnêtement, moi, les gens qui me disent, parce que j'en ai rencontré les couples qui me disent, mais nous on a divorcé et on se voit tous ensemble, sa nouvelle amie, moi mon nouvel ami, etc. Je suis désolée, moi quand j'ai aimé quelqu'un, je peux pas aller dîner avec lui, avec sa nouvelle copine, et moi avec mon nouveau copain si j'en ai un. Je comprends. Moi je peux pas. C'est compliqué. Moi je peux pas. Oui. C'est absolument... Quand on a vraiment aimé très fort, c'est compliqué. Je vous l'accorde. C'est compliqué. Ça veut dire qu'on n'a pas aimé. On n'a pas aimé. C'est trop... Après, il y a différentes façons d'aimer. Mais merci beaucoup, en tout cas, de votre réaction et de votre passion. Merci. Et surtout de m'avoir prise au téléphone. Moi, je vous en prie. À bientôt. Je vous en prie. À bientôt, Nathalie. Au revoir. Quelqu'un me dit le besoin d'aller voir ailleurs, peut-être une bouffée d'oxygène, mais pour qui? L'herbe n'est-elle pas plus verte dans le pré du voisin? Et c'est signé infidèle, seul. Et seul, donc c'est un auditeur, c'est bien vu. Allez, on va accueillir maintenant Jeanne, bonsoir. Bonsoir madame. Bonsoir Jeanne. Ah oui. Vous vouliez revenir sur le témoignage, vous, de Claudine et d'Éric qui nous parlaient de bipolarité, hein? Ça fait 2 ans que je vous écoute et ça revient régulièrement, ce problème bipolaire. Oui. Alors, je voudrais juste, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, dire les mots sur lesquels j'ai envie de rebondir. Il y a alors bipolarité, maniaco-dépression avant. Après, on parle de burn-out, d'épuisement, hyperactivité, toujours du travail. Ensuite, on parle de maladie. Et après, on parle de déni. Alors, par rapport au déni, 2 ans que je vous écoute, pour parler de votre émission, et le déni, je l'entends tous les soirs. Et on ne met pas forcément le nom de maladie et de bipolarité. Ouais, tout ça pour dire que si la bipolarité est une maladie mentale, je pense que beaucoup de maladies sont mentales, émotionnelles, Et le déni, effectivement, fait partie du processus de soins qu'on doit apporter, qu'on doit régler avec le bipolaire. Voilà. Et ensuite, les médicaments, c'est vrai qu'on les refuse, parce que pour moi qui l'ai vécu, c'est une maladie que, j'aime pas ce mot maladie, elle n'est pas incurable. Il faut franchir les étapes et surtout aller à la cause.
du mal. Hein. Et on parle aussi, de responsabilité et de culpabilité. Hein. On se sent coupable et on déresponsabilise l'autre. Mais, moi, je veux rester sur le mot responsabilité. Il n'y a pas de coupable. Comme vous l'avez très bien dit, la dame, il ne faut pas qu'elle se culpabilise. Et il faut qu'elle laisse partir son enfant, quoi. Hein. C'est le déresponsabiliser. En plus, il est très brillant, comme elle disait. Hein. Alors, c'est un problème pathologique affectif, quoi. Hein. Les gens qui développent ce mal, entre guillemets, c'est de l'hyper, quoi. J'ai presque envie de dire, je suis pas médecin, hein, ça ne regarde que moi, on l'est tous, plus ou moins. Humeur inégale, cyclotimie... Oui, alors c'est pas tout à fait la même chose, hein. C'est pas du tout la même chose, Jeanne, parce que c'est pas parce qu'on a du blues, un peu d'état d'âme, qu'on est, par moments, des périodes où on est hyperactif, qu'on est bipolaire, hein. La bipolarité, c'est quelque chose de bien particulier. Le déni, c'est un mécanisme de défense psychologique, psychique, qui fait qu'on ne voit pas une réalité qui est insupportable. Ce n'est pas que par rapport à la bipolarité. C'est un mécanisme de défense psychologique, d'accord ? Ça ne s'applique pas uniquement à la bipolarité. Attention de ne pas mélanger tous ces termes. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué et je vous comprends parce que tous ces termes, tous ces termes sont passés dans le langage courant. On les tutoie comme ça. On croit que c'est à portée de nous et c'est vrai que parfois ça fait un mélange un peu explosif, un peu détonnant. Parce que tout le monde dit maintenant, on dit parfois, tiens, il est un peu parano, il est un peu hystéro, il est un peu schizo, et ça recouvre des réalités psychiques extrêmement complexes derrière tous ces termes. Donc, il faut être prudent dans le maniement de tous ces termes psychologiques. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir appelés. C'est vrai que nous n'avions pas beaucoup de temps puisque nous arrivons à la fin de cette émission. Merci Jeanne quand même de votre appel. Au revoir. Je vous souhaite une très belle nuit. Faites de jolis rêves.